The Assembly will hear an address by His Excellency Andry Niraina Rajoelina, President of the Transition of the Republic of Madagascar. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, may I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Andry Niraina Rajoelina, President of the Transition of the Republic of Madagascar, and to invite him to address the Assembly. Mr. President. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables invités, Mesdames et Messieurs, selon l'adage bien connu, jamais deux sans trois, c'est effectivement pour la troisième fois consécutive que j'ai le privilège de m'exprimer sur cette auguste assemblée en ma qualité de président de la transition de Madagascar. Comme chaque année, nous voilà nous réunis pour la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Tous les dirigeants de la planète s'y retrouvent régulièrement pour débattre, échanger et partager leur expérience dans le cadre d'une concertation qui s'inscrit dans une longue marche collective vers la paix, la sécurité et le développement planétaire durable. Mais chaque année également, de nouveaux cas de conflit encore plus violents, plus meurtriers se présentent. Ces faits continuent à nous interpeller et avec autant d'intensité. Devons-nous nous limiter à diversifier les résolutions des conflits ou allons-nous nous remettre en question pour en analyser les causes profondes et nous apprêter à prendre les mesures qui s'imposent pour préserver la stabilité dans le monde? Monsieur le Président, joignant volontiers ma voix à celle de mes honorables prédécesseurs, je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour les suffrages éloquents que vous avez réunis autour de votre candidature. Madagascar s'efforcera de vous apporter son soutien et sa collaboration sincère. Monsieur le Président, ces dernières décennies, quand on évoque l'Afrique, il est regrettable que le constat général fasse ressortir des États exposés à la violence permanente, où la démocratie se régresse continuellement, où des guerres, des crises et des affrontements éclatent, où la division l'emporte sur le consensus. L'humanité est en pleine crise existentielle, selon les propos du président de la 67e Assemblée générale, avec comme symptômes l'instabilité économique, les inégalités sociales et la dégradation de l'environnement. Pour ma part, j'ajouterai une humanité en désarroi, mais qui ne baisse pas les bras. Certes, les actualités que nous déversent quotidiennement les médias sont extrêmement inquiétants partout dans le monde, que ce soit dans les pays développés, émergents ou pauvres. Aucune couche de la société n'est maintenant épargnée par les dégradations diverses
les conditions de l'emploi, le chômage, la diminution du pouvoir d'achat et même l'absence des revenus, la non-accessibilité aux premières nécessités alimentaires, vestimentaires, sanitaires et éducationnelles, la pauvreté, le dénuement et la misère. Autant de facteurs qui viennent cimenter le terreau de l'intolérance. Des affrontements et des conflits favorisent la montée d'une insécurité globale ambiante. Et d'ailleurs, nous pensons particulièrement aux événements survenus récemment au Kenya, en Irak, au Pakistan et en Syrie. Pour n'y citer que cela, nous partageons entièrement la douleur et le chagrin des familles des victimes. À quelques 800 jours de l'échéance de 2015, à l'instar de la plupart des États africains et de bon nombre de pays en développement, Madagascar peine encore à atteindre tous les objectifs du millénaire, et ce, en dépit des efforts que tous nous aurons déployés et acceptés. Face à cette situation, la question qui me vient à l'esprit est de savoir quelle contribution nous, les premiers responsables des nations, pouvons-nous apporter individuellement à cette recherche collective de voies et moyens d'améliorer le quotidien des peuples, je dis bien des peuples, qui nous ont confié leur destin et accordé leur confiance. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans son allocution prononcée hier lors de l'ouverture de notre 68e session, le secrétaire général, son Excellence M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a souligné le fait que, je cite, « Partout dans le monde, des gens descendent dans la rue ou occupent des places pour se faire entendre de ceux qui sont au pouvoir. Ils veulent que nous, les dirigeants, les écoutions. Ils veulent savoir que nous faisons tout pour garantir à ce que chacun ait une dignité. » Fin de citation. Les soulèvements populaires, dans le cadre des printemps arabes, ainsi que les mouvements des indignés, illustrent cette affirmation et traduisent une aspiration légitime. Ici, je partage donc pleinement les propos de Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général Ban Ki-moon, et j'interpelle tout un chacun que cette compréhension manifestée à leur endroit, c'est-à-dire ceux qui se sont manifestés, Madagascar aurait aussi souhaité pouvoir en bénéficier. Lorsque le peuple malgache s'est soulevé contre un régime contesté pour revendiquer une vie meilleure à travers la mise en place d'un véritable changement. Or, ce ne fut pas le cas. Madagascar, bien au contraire, a dû faire face à l'incompréhension et à l'inflexibilité d'une communauté internationale à plusieurs vitesses, sans parler de lecture et d'application dogmatique des textes, alors que des soulèvements populaires, ailleurs, dans des conditions identiques, avaient suscité bienveillance et sollicitude. Des efforts doivent donc être désormais fournis pour faire cesser les inégalités de traitement des pays en crise politique. Il faut prendre connaissance de l'aspiration populaire et de la réalité sur le terrain pour ne pas se tromper sur la décision à prendre. Ce qui est valable ailleurs n'est-il pas pour autant valable pour Madagascar?
Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes les conditions ont été réunies. Le danger omniprésent pour une explosion sociale et un affrontement fratricide à Madagascar. Mais heureusement, car à la différence de certains pays qui continuent à connaître des troubles, sinon des violences armées, et malgré toutes les restrictions économiques et sociales, ainsi que l'absence de soutien et d'aide de la communauté internationale dont il a pâti ces dernières années, les Malagasy ne sont pas tombés dans le piège du conflit interne dont certains n'auraient pas hésité à en profiter. Et c'est avec une grande fierté nationale que j'annonce du haut de cette tribune aujourd'hui que Madagascar a pu éviter la guerre civile. J'affirme que ces conditions ont nécessité beaucoup de sacrifices, d'abnégation et d'humilité. Mais nous les avons surmontés par notre patriotisme. Je réitère que malgré nos désaccords et nos divergences de point de vue, nous sommes parvenus à un règlement de conflit en usant de toutes les voies de négociation. Et je remercie solennellement le peuple malgache, qui est un peuple pacifique, qui aspire à la paix et dont le courage et la patience ont été sans pareil dans cette résolution pacifique de notre crise politique. Le peuple malgache mérite un avenir meilleur. Désormais, les citoyens pourront exprimer librement leur choix sur leurs futurs dirigeants à travers les urnes lors des prochaines élections présidentielles prévues se tenir le 25 octobre de cette année et dont la campagne électorale a commencé hier. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar entame désormais une nouvelle phase de son histoire. Et j'adresse mes vifs remerciements à tous ceux qui, tout au long du processus de sortie de crise de Madagascar, nous ont accompagnés et apporté leur soutien durant cette période transitoire. Particulièrement la SADC, les présidents successifs de la Troïka de la SADC, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, ainsi que la COI, l'OIF et tous les pays sans exception. Sans oublier ceux qui ont déjà fait part de leur manière disponible à nous envoyer des observateurs internationaux pour les élections. Je renouvelle pour la même occasion mon appel en direction de vous tous ici présents afin de venir renforcer les rangs de ces partenaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la croisée du chemin. Le peuple attend des résultats concrets et tangibles. La question est, est-ce que nous avons le courage et la sagesse pour nous sacrifier pour le bien de notre peuple, pour éviter l'affrontement, pour éviter la guerre civile, pour que des innocents ne perdent plus leur vie, pour que celui ou celle qui est au pouvoir n'utilise plus les armes, pour que les uns et les autres puissent éviter tout recours à la violence. En tant que dirigeant, l'exercice du pouvoir requiert une prise de conscience de notre humanité et de notre faillibilité. C'est le message aujourd'hui
que Madagascar, dans sa contribution au présent débat général, souhaite faire passer. Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde évolue à grande vitesse. Les générations changent et les dirigeants ont le devoir de répondre aux attentes de la population et de trouver une solution à leur bien-être. En ce qui me concerne, pour débloquer la crise politique à Madagascar, j'ai tout mis en œuvre pour préserver l'unité nationale et les intérêts supérieurs du peuple malgache. Et je suis arrivé à la conclusion que je ne me porterai pas candidat à notre prochaine élection présidentielle. Et c'est cette note, avec la phrase bien connue de l'écrivain anglais James Freeman Clarke, que je voudrais conclure. Je cite: « La différence entre le politicien et l'homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection, mais le second pense à la prochaine génération. » Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Masnatan Razan, que Dieu bénisse notre nation. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Transition of the Republic of Madagascar for the statement just made. May I request representatives to remain seated?